rappeler ce que serait en principe une vraie résistance et une vraie dissidence. La vraie résistance et la vraie dissidence, elle doit d'abord, en tant qu'individu ou en tant que mouvement, en tant que groupe, de gens qui réfléchissent à l'état de leur pays, l'état en l'occurrence de la France, isoler, faire un premier bilan, c'est un état des lieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est vrai que là en ce moment, on peut plus. On peut dire que rien ne va. Hein, c'est même pas une exagération. Rien ne va, mais on peut aller chercher les causes. Alors, quand on voit la dérive, la destruction de notre pays, on s'aperçoit que ça peut pas être de l'incompétence. Ça rentre dans le cadre d'un plan. Donc, la démarche que j'ai fait moi en 2017, après j'ai été aidé par pas mal de citoyens de divers, qui venaient de divers niveaux et de diverses activités. Donc, on a compris quel était le plan. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé souvent, c'est pas la peine. Une fois qu'on a compris quel était le plan, et salut Kiss. Tiens, hop là, écoute, tu es mon premier et dernier auditeur, c'est magnifique, je vais continuer à enregistrer. Donc, une fois qu'on a compris quel était le plan, quels étaient les acteurs, quels étaient les complices, quelles étaient les idéologies qui motivaient ce plan, et en un mot, quels étaient les dangers concrets pour la France, eh bien, la vraie dissidence et la vraie résistance doit lutter contre les vrais dangers et surtout proposer des solutions. Des solutions pour éliminer le danger et faire en sorte que les dérives ne puissent plus arriver. Sur cette démarche simple, on arrive à une conclusion qui me semblait très logique, qui me semble toujours hyper logique, mais apparemment, je suis à peu près seul à avoir cette démarche. Il faut donc construire un système pour que, justement, les dérives constatées, listées, on peut dire, ne puissent plus arriver. Ensuite, faire comprendre aux gens qui sont un petit peu enfermés dans le système des partis politiques, de l'homme providentiel, enfin, tout ce qu'on leur a mis dans la tête depuis 40 ans, il fallait, je parle au passé parce que maintenant c'est un petit peu mort, on sait jamais, il fallait arriver à faire comprendre qu'il fallait sortir de ces réflexes, parce que ces réflexes, c'est finalement être dans le chemin tracé par le système, d'accord? Donc si on est dans le chemin tracé par le système et qu'on y croit et qu'on le suit, il n'y a aucune chance de le changer. Ça me paraissait logique aussi. Donc quand j'arrive avec construire autre chose, stop politicien, et quoi avant qui, j'ai derrière moi des analyses, des démonstrations, des arguments pour faire face à toutes sortes de questions. Malheureusement, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet du soir. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de débat. C'était une attaque, que des attaques personnelles, plus la censure, etc. Donc, pour revenir à la réflexion, quand vous avez aujourd'hui, je ne parle pas des partis politiques, là, je parle bien de la dissidence et de la résistance, enfin, tous les gens qui passent dans les petites chaînes, qui passent auprès de beaucoup pour des grands résistants. Quand vous voyez le paysage de ces gens-là, que ce soit les individus, alors là j'ai pris en exemple, c'est les plus frappants, puisque c'est les deux plus grosses constructions du système depuis 20 ans, Alain Soral et Dieudonné. Est-ce que Alain Soral et Dieudonné ont fait cette démarche? Absolument pas. Alors, rapidement sur le parcours d'Alain Soral, il faut quand même se rappeler, je crois que les gens, alors je fais une petite parenthèse, les gens malheureusement ne regardent pas le parcours des gens, justement. Ils oublient tout. Alors, des fois, ils se rappellent de choses sur des politiciens. Un politicien qui a dit une phrase il y a 20 ans, ils vont la garder, lui mettre ça dans la gueule pour le décrédibiliser. Mais sur ceux qu'on leur présente comme des résistants, eh bien, ils vont pas chercher. Ils sont tellement désespérés qu'ils s'accrochent à n'importe quel gourou. N'importe que le système fait monter dans les médias, soit en le boostant, en le mettant chez TPMP, etc., ça devient une star, soit en le diabolisant. La méthode perverse, c'est plutôt le diaboliser. Par exemple, ces deux-là, la méthode qu'a adopté le système, et je dirais l'Alliance franc-maçon et les frères musulmans, c'est de les présenter comme les deux grands résistants dangereux. Et comme on les a présentés comme ça, les gens pensent que ce sont vraiment des résistants dangereux. Mais quel est leur credo? Quel est leur produit d'appel? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a aucune analyse politique, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune proposition. Il y a un produit d'appel qui s'appelle « Nous sommes des résistants parce que nous luttons contre qui? Contre l'ennemi de la France, contre la communauté organisée. » C'est leur seul produit d'appel. Vous pouvez regarder. Bon. Est-ce que cette communauté organisée, je ne suis pas du tout un sujet sur les juifs, mais juste en passant,
Est-ce que cette communauté organisée, aujourd'hui, on peut dire qu'elle dirige la France? Est-ce que la France est soumise à cette communauté organisée? Non. Sauf que, il est vrai que le système est assez pervers, notamment les francs-maçons, pour mettre des gens de cette communauté organisée toujours en façade. Donc les petits cerveaux, comme ils voient beaucoup de journalistes juifs, beaucoup d'acteurs juifs, beaucoup de présentateurs juifs, beaucoup de journalistes juifs, beaucoup même dans la politique, là c'est nouveau, il a carrément fait fort, hein, l'autre il nous met Attal, après Bornstein. C'est vraiment une perversité totale. Après je vous expliquerai pourquoi ils font ça. Donc les petits cerveaux, ils disent, il n'y a que des juifs partout, donc c'est eux qui dirigent. Mais quand on leur demande, ok, la France est sioniste, moi j'ai fait un article là-dessus qui est incassable, je le mettrai en dessous, bon. Parce que moi je suis dans le concret, hein, contrairement à ces gens-là. Et chaque fois que j'ai demandé, ok, vous pouvez donner des exemples, hein, de cette France qui sont juive, de lois qui sont, comment dire, que la religion juive qui demande des dérogations, enfin bref, de cette infiltration, hein, tout ça à 350 000. Eh bien, il n'y a rien. Pouvez-vous me donner des exemples de lois pour Israël ou pour les Juifs? Rien du tout. Ils ont fait il y a 25 ans, je ne sais plus combien, la fameuse loi Guesso, qui est d'une perversité absolue, un piège tendu par les francs-maçons, qui soi-disant, pour protéger les... Parce que c'est les francs-maçons qui l'ont fait, hein, cette loi, c'est pas les juifs hein, qui l'ont demandé. Il faut le savoir quand même, l'histoire de cette loi. Donc en fait, ils ont dit, ah voilà, regardez, on protège les juifs. Alors, les juifs, certains abrutis, ils étaient contents, ils disaient, ah, ils sont gentils, ils nous protègent. Mais qu'est-ce que je disais, moi, depuis le début, et je suis pas le seul, les mecs un peu lucides, ils ont compris la feinte. En faisant une loi comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On met une cible dans le dos des juifs. On laisse entendre dans les petits cerveaux toujours, ah bah, s'ils ont fait une loi pour les protéger, c'est que c'est eux qui dirigent. Pire encore, s'ils ont fait une loi pour qu'on ne puisse pas contester, c'est que tout ça c'est faux. Et sur ce créneau-là, ont été fabriqués ces petits résistants, ces faux résistants. Donc il y avait les révisionnistes, Dieudonné, Soral qui s'engouffrait dans la brèche, etc. Et quand vous regardez cette dissidence globalement, hein, qui est boostée, en la diabolisant, je répète, mais j'expliquerai ça plus tard, eh bien vous apercevez qu'ils sont tous sur ce créneau. Est-ce que ce créneau est important pour la libération de la France? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, ses ennemis, ça serait pas plutôt l'islamisation? Pas pour cibler, hein, juste on est objectif. Quelle est la communauté aujourd'hui qui est 30 fois plus nombreuse que les juifs et qui s'impose partout et qui est hyper majoritaire dans la délinquance, dans le prosélytisme, dans les menaces partout, hein, il faut dire la vérité. Dans l'immigration aussi, c'est des juifs, non, non. Donc pour moi, le premier danger, c'est ça. Et l'autre danger qui est parallèle, et ça c'est le premier plan, qui est encore plus pervers, parce que l'islamisation, je veux dire, c'est leur plan, hein, l'ADN de l'islam, c'est écrit partout. Il faut juste savoir lire, c'est pas du racisme, c'est objectif. Bon. Et eux, ils ont les moyens. Alors, juste une petite parenthèse, les gens qui nous sortent les conneries de protocole des sages de Sion, ou qui nous sortent 2-3 rabbins qui disent oui, nous avons organisé l'immigration pour punir, enfin, il y a des fous chez les juifs aussi, hein, bon. Ils se posent jamais la question, ils disent oui, regardez, même les rabbins, ils le disent, donc c'est le plan des juifs. Et tous ces abrutis, là, j'ai eu quelques débats, j'ai dit, ok les gars, j'ai même un débat sur ce sujet, je le posterai en dessous aussi. J'ai dit, les gars, mais d'accord, le rabbin, il a dit, ok, super, il est trop fort, il a donné le plan du Mossad, ok, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Relier les théories à la pratique. Est-ce que le peuple juif, 7 millions en Israël et 8 millions dans le reste du monde, dispatchés toujours, il faut qu'ils se cachent bientôt, est-ce qu'ils ont les moyens de dominer le monde, de conquérir le monde, d'imposer le judaïsme et pourquoi pas le Talmud à la place de la Constitution, comme les autres veulent mettre la charia? Non, ils n'ont pas les moyens. Alors que l'islam, 2 milliards infiltrés en communauté intérieure, super puissante, prosélyte, parfois agressive, dans les pays occidentaux, d'accord, plus 57 pays, plus du gaz, du pétrole, des lobbies à l'ONU qui décident ce qu'ils veulent. On voit des fois l'Arabie Saoudite, la Commission des droits de l'homme, voire l'Iran. On est dans un truc de fou. On leur donne la Coupe du Monde, on leur donne les Champs-Élysées, je parle du Qatar, à un pays qui finance le terrorisme. Et on dit rien, qui finance les frères musulmans. Et on ferme notre gueule. Enfin, on ferme. Nos dirigeants sans couilles ferment leur gueule. Bon. Donc eux, non seulement c'est le plan, les frères musulmans l'annoncent ouvertement, mais en plus ils ont les moyens. Sans parler de l'argent du Qatar, hein, du Qatar, de la corruption, etc. Mais pire encore, il y a des indices beaucoup plus concrets que le fameux protocole des sages de Sion, qui est un délire international, qui a été fait en Russie, qui a été utilisé par Hitler et par tous les antisémites. C'est très pratique. On leur dit, ah regardez, bon, bref. Donc, pire encore, il y a des indices. Il y a des accords qui ont été faits, signés dans les années 70 avec l'OCI. J'invente rien. Hein. Et après, il y a eu le pacte de Marrakech, bon ça c'était mieux. Les accords de Barcelone,
hein, immigration contre pétrole. Il y a des accords concrets qui montrent que le plan numéro 1 de la des globalo-fascistes instrumentalise le plan de l'islamisation. Les deux sont connectés. D'ailleurs, on peut en avoir une preuve ici en France. Comment expliquer que les frères musulmans, qui sont interdits dans une majorité de pays arabes, parce que les Arabes, ils luttent plus contre l'islamisme que les pays occidentaux, ça n'étonne personne. Hein, ça, c'est pas le Mossad. Hein, bon. Donc, les frères musulmans ici en France, non seulement ne sont pas interdits, on leur a donné le contrôle plus ou moins des banlieues et d'une majorité de mosquées en France à la fin des années 80. Ça n'étonne personne. Et par contre, et oui, on a même un représentant qui va directement parler à Macron. Ça n'étonne personne. Personne se dit, il y a quand même un problème. Les Égyptiens de Sisi, la génération, il va être mort de rire. Ils sont complètement dingos, ces Français. Moi, ici, j'ai combattu les islamistes, ceux qui m'ont fait un massacre partout, ils ont monté la tête de mon peuple et tout. Je les interdis, je les bannis, je les combats. D'ailleurs, le général Sisi, au passage, il veut pas d'un seul mec du Hamas sur sa terre. Il a très bien compris, c'est même pas une histoire de racisme, voilà, ils sont arabes, les deux, quoi. Non, parce que lui, il sait. En fait, les Arabes sont plus conscients du danger de leurs propres extrémistes que les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, on leur a mis attention, bouclier, racisme, islamophobie, on dit rien. Par contre, on peut se déchaîner sur les Juifs, ça, c'est tranquille. Tout ça pour dire. Pardon. Pour revenir au sujet, est-ce que cette dissidence, qui n'a qu'un seul produit d'appel, qui n'a quasiment qu'un seul sujet, le sionisme, les Juifs, Israël, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ah oui, ça, je suis enregistré, j'allais dire, je parle seul. Bonsoir à tous, hein, je ne sais pas qui est de vous là, mais bon, bonsoir à tous. Est-ce que vous ne comprenez pas que Dieudonné, quand il va voir les mollahs en Iran, quand il va lécher le cul d'Ahmadinejad, quand Soral le suit, Soral avoue dans une émission, oui, on était un peu financé par l'Iran. Comment on peut considérer que des résistants sont en fait des collabos? Si l'ennemi, c'est l'islamisme, c'est comme si aujourd'hui, Jean Moulin se faisait financer par la Gestapo. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Je sais que l'antisémitisme et tout ça aveugle. C'est pour ça que c'est un produit d'appel extraordinaire. Toute cette dissidence de Camelot, d'islamo-collabo, dont on retrouve toutes les têtes de série, les têtes d'affiche qui sont passées chez Géopolitique Profonde, qui est une émanation de Soral, hein, il faut quand même le savoir, cette chaîne, eh bien, ils sont tous sur ce créneau. Et une fois qu'ils ont mis en confiance leurs adeptes, en leur disant, ne vous inquiétez pas, hein, je suis hors système puisque je lutte contre la communauté organisée, le sionisme et des conneries qui n'ont rien à voir avec la France, donc maintenant faites-moi confiance. Bon, achetez mes bitcoins, achetez mes ananas assurances. Pourquoi vous n'achèteriez pas aussi une nouvelle monnaie? L'agence, une nouvelle monnaie. D'ailleurs, je vous dis, la veille, je vous dis, attention, c'est le CRIF qui dirige et tout. Là, je parle du capitaine Fracasse. Et en fait, vous voulez acheter mes billets, là? Moi, je suis un grand résistant, je suis tombé du ciel comme par hasard, fabriqué par les francs-maçons, personne n'ose le dire, et ceux qui le disent comme moi sont bannis partout. Et puis au bout d'un an, j'ai dit, tiens les gars, moi je suis un capitaine, hein, j'ai eu les médias tout de suite comme par hasard, sans rien. Pendant ce temps, il y a un mouvement qui est là depuis 2017 qui n'a pas eu un seul média, parce qu'il dit la vérité sur tous les sujets. Eh bien, je vais faire une monnaie avec vous les gars. Je vais vous faire des billets, je vais vous mettre Général de Gaulle, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc. Vous êtes des vrais patriotes. Donnez-moi vos euros, je vous donne des billets. Et pendant ce temps, moi, avec les euros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dans le système normal. Parce qu'au départ, c'est fait pour sortir du système. Sauf que les euros qu'il va encaisser, il va bien s'en servir pour alimenter son système à lui. Ça, personne ne le voit. Donc, on vous met des escrocs. On vous met des fabrications. On vous met des épouvantails. Hein. Quand on dit Dieudonné, j'en sais, attention, radioactif. Mais Dieudonné, il peut faire tous les sketchs qu'il veut, il peut même insulter les juifs. Moi, personnellement, en tant que demi-juge, j'en ai rien à foutre. Ce qui me gêne, c'est quand il se fait passer pour un résistant qui veut faire de la politique. Et c'est quoi sa liste quand il veut faire de la politique? Liste anti-sioniste. Mais ça ne dérange personne qu'un type qui veut se lancer en politique en France. C'est quoi son sujet? Je sais pas, c'est l'économie. Non, je suis anti-sioniste. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'anti-sioniste? Va chez ta mère avec ton tu restes chez toi. Je suis anti-sioniste, mais c'est pas pour la France, on s'en fout du sionisme. C'est ça qui est incroyable. Donc je suis pro-palestinien, pro-Hamas, je défends les Arabes. Et donc, je suis un futur député. C'était présenté pour les législatives à l'époque, je crois, je sais plus, les municipales. Bon. Donc, comment est-ce possible de voir des millions de gens, là j'ai vu sur les réseaux depuis 5 ans, j'ai vu ça, hein, des millions de gens qui ont avalé toutes les conneries de Soral, je vais parler de Soral après,
toutes les conneries de Dieudonné. Et je suis révisionniste, je suis très intelligent. Oui, il n'y a pas eu de chambre à gaz. Bon, d'accord. Il n'y a pas eu peut-être quoi? Il n'y a pas eu 10% ou 15% sur les 6 millions qui sont morts en chambre à gaz. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est par balle, le reste par maladie. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Et là-dessus, je dirais que Jean-Marie Le Pen avait raison. Les chambres à gaz sont un détail. Vous pouvez enregistrer, même déposer plainte comme moi, j'en ai rien à foutre. Que ce soit des chambres à gaz qui aient tué 10%, 20%, 15% de tous les morts, ou les pots d'échappement, ou une balle dans la nuque, ou une maladie, ou le typhus, ou de fatigue, ou de faim, c'est égal. Le problème n'est pas comment ils sont morts, ces juifs. C'est que c'est la première fois qu'il y a eu un génocide industrialisé, et ça on ne peut pas le nier, même par les chiffres. Les négationnistes me font rigoler. Il y a eu en 1930 et quelques, en 32, un truc comme ça, il y avait 14 millions de juifs. Voilà, on va prendre les chiffres. Il y avait 14 millions de juifs en 32 ou 33. Chiffre officiel, voilà, bon bref. Aujourd'hui, il y a 17 millions. D'accord? Vous imaginez bien que, en plus, souvent, les juifs ont beaucoup d'enfants, enfin, en tout cas, en Israël, les religieux, tout ça. Vous imaginez bien que la courbe, elle n'est pas normale. Vous voyez bien qu'il y a eu un trou à un moment donné, que c'est retombé à 8 et que c'est remonté à 17 en 75 ans. Pour rappel, les Palestiniens, la population palestinienne s'est multipliée par 6, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Alors évidemment, là, il y a quand même un trucage, parce qu'ils considèrent Palestiniens, alors c'est plein de mecs qui sont arrivés de Syrie, de partout autour, dans les années 60, 70, 50, 40, mais ils ont dit, ah, c'est tous des Palestiniens. Donc bon, là, il y a une arnaque. Mais enfin, vous voyez bien que l'évolution du nombre de juifs, on voit bien qu'il y a eu un trou. Comment on peut contester qu'il y a eu un trou? Comment on peut contester qu'on est passé de 14 à 8 et après 8 à 17? Bon, bref, on s'en fout. Donc, pour revenir à notre sujet, il faut qu'on a vu Dieudonné. Je rappelle que lui, son truc, c'est de dire oui, les juifs, l'argent, etc. Tout le monde oublie, là encore, regardez le parcours. Tout le monde oublie qu'il a travaillé avec Elie Semoun pendant des années et qu'il a arnaqué Elie Semoun. Elie Semoun, c'est abruti de juif marocain, là, soi-disant juif, l'argent, machin. Il s'est fait enfler comme un enfant. Dieudonné et son frère, je vois, c'est son frère, ils l'ont embrouillé complètement. Le pauvre, il a travaillé presque gratuit. Il s'est fait enfler par des mecs qui se plaignent de l'esclavage, alors que lui, il s'est fait esclavagiser, j'arrive pas à le dire. C'est d'ailleurs pour ça, c'est un problème financier au départ. Hein. Quand tout le monde a oublié, tout le monde croit, ouais, il est parti parce qu'il était pas antisémite du tout, Dieudonné. Il s'en foutait complètement que Elie Semoun soit juif. Donc ils se sont séparés à cause d'un problème financier. Bon. Ensuite, il a commencé, oui, je vais me battre contre Jean-Marie Le Pen, hein, pour défendre, je vais me battre contre le racisme anti-arabe et anti-noir, parce qu'on a beaucoup souffert. Bon, jamais il parle de la traite négrière par 1200 ans par les Arabes. Les Arabes, c'est ses potes. Les Juifs, ils n'ont jamais rien fait, mais c'est ses ennemis. Bon, le mec, il est pas dans le taré. Bon, bref. J'arrive, Jean-Marie Le Pen, machin, bon, il s'est étalé. Et après, finalement, Jean-Marie Le Pen, il est sympa parce qu'on a le même problème. Tiens, on va attaquer les Juifs tous les deux. On va s'allier tous les deux contre les Juifs. Bon, mais quand on voit le parcours, on voit que le mec, il est taré. Après, il quitte Jean-Marie Le Pen, il va chez les Mollahs. Non, mais franchement, il va chez les Mollahs, les gars. Il est allé se faire photographier les images de l'Ayatollah Khomeini sur la télé iranienne, une grande démocratie. On aurait dit un petit garçon. Il était tout content d'être là. Oui, nous, en France, machin. Bon, bref. Maintenant, Soral. Mais Soral, c'est 10 fois pire parce que c'est son maître à penser. En fait, Dieudonné est très influençable. C'est un gourou influençable, Dieudonné. Il va là où il y a de l'oseille, en fait. Donc, Soral, qu'est-ce que c'est Soral? Au début, c'est une espèce d'écrivain, acteur, je vais dans la jet set, machin, etc. Je vais dans les soirées, bon, je pense qu'il a eu une sexualité, je vous dis pas, je crois qu'il l'a même dit lui, hein, il a été un peu homo, un peu bi, un peu tout. Maintenant, il est très grand chrétien, attention, là, souvent, c'est l'abbé Soral. Depuis qu'il a fait venir Civitas à Égalité et Réconciliation, pour faire venir une autre clientèle qu'il n'avait pas avant, évidemment, il est devenu très, très, attention, je suis très chrétien. Ok, d'accord. Bon, il commence comme ça. Après, il va au RN, donc il va chez Jean-Marie Le Pen. Il est frustré parce que le RN ne lui donne pas l'investiture pour je sais pas quelle élection de 89 ou je sais plus quelle année. Donc il part fâché parce que monsieur se prend pour le roi du monde. Ils ont dit, attends, calme-toi, qui tu es, toi? Tu viens d'arriver, tu crois que tu vas avoir l'investiture tout de suite. Donc il fait son truc Égalité et Réconciliation, d'accord? Et là, il se dit, bon, qu'est-ce que Ah oui, à l'époque, il faut quand même dire la vérité. À l'époque, très bien, il attaquait la vraie communauté organisée. Putain, personne n'en parle. La vraie, c'est pas les juifs. Les juifs sont même pas organisés. Il y a les séfarades, les ashkénazes, ils se tirent dans les pattes, ils vont à droite, à gauche. Rien à voir, les gars. La vraie communauté organisée, c'est les francs-maçons. Et dans les francs-maçons, bien sûr, il y a des juifs. Hein. Enfin, c'est des juifs. Ils ont des non-juifs, mais quand on est franc-maçon, surtout au Grand Orient, on peut pas être croyant et pratiquant en même temps. Hein. C'est contre nature. C'est ça que les gens oublient, c'est qu'on peut avoir un non-juif, mais les juifs, c'est un peuple et une religion. Ça veut dire que il y a plein de juifs qui sont ni croyants ni pratiquants. Ils sont juifs parce qu'ils sont du peuple juif. Je sais pas si c'est très clair ce que je vais dire. Alors que les chrétiens, c'est pas pareil. Le mec qui se dit chrétien, c'est qu'il est chrétien. Il n'y a pas de peuple chrétien.
Le chrétien, c'est une religion. L'islam, c'est pareil, c'est une religion. Juif, c'est une religion et un peuple. Donc dedans, il y a des athées qui n'en ont rien à foutre, qui sont transhumanistes, qui sont matérialistes, qui sont les connards du Grand Orient de France. Et donc eux, ils n'en ont rien à foutre, ni d'Israël, ni du sionisme, ni de rien du tout. Ils veulent juste l'oseille, le réseau, le business, etc. Donc, Soral, très bien, il attaquait la communauté organisée. Il expliquait, toutes les lois se font d'abord dans les loges, et puis à l'époque, c'était la gauche caviar, hein, c'était toute la Mitterrandie, toute cette crasse, les Roland Dumas, enfin tous ces connards là qui ont tué la France. Et donc il était contre cette communauté-là. Il avait raison. Et il expliquait il expliquait l'influence et le fait qu'en vérité c'est eux qui dirigeaient la France. Depuis, ça a dérivé. Moi, j'appelle maintenant le kidnapping, c'est une république énarco-maçonnique. Mais à l'époque, dans les années 80, machin, c'était maçon exclusivement. Hein. C'est incroyable. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, je vous le dis, je vous donne un scoop. De toute façon, il y a une photo, les gens informés le savent. Roland Dumas les a pris les deux. Oh oui, pardon, j'ai oublié une étape. Ils se sont rapprochés les deux, là. Soral, ils se connaissaient pas à cette époque, hein. Ils se sont connus dans le début des années 90, je crois, de mémoire. Et là, Soral a complètement fait tourner, la tête à Dieudonné. Et les deux, ils ont été approchés, plus qu'approchés même, à mon avis, bien plus, si j'ose dire, par Roland Dumas. Roland Dumas, qui a 100 ans aujourd'hui, d'ailleurs, le mec, il meurt, les vieilles herbes ne meurent jamais, hein. Le mec, il est pas mort, quoi. Bon, il a 100 balais. C'est un de cette gauche caviar franc-maçonne, et lui, c'est la partie super antisémite. Bon, j'invente rien, il faut juste taper son nom, ça c'est facile. Hein. Et donc, ce Roland Dumas, il les a un peu pris sous sa coupe. Après, je sais pas, moi, je suis pas rentré dans les étages, hein, je sais pas jusqu'où ils sont allés, mais comme par hasard, quand ils sont ressortis de là, du lavage de cerveau, les gars, il faut arrêter de taper sur la franc-maçonnerie, hein. Alors maintenant, vous savez ce que vous allez faire? Et taper sur les juifs. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux, c'est un marché beaucoup plus porteur, vous gagnerez plus d'oseille, parce que les francs-maçons, les gens, ils comprennent rien. Dites-leur, c'est les juifs. Et d'un coup, on a vu un virage, et c'est la communauté organisée, qui était bien ciblée au début, c'est devenu les juifs. Et là, c'est bingo loto, parce que là, on a en plus les arabes, les musulmans, enfin beaucoup de musulmans, qui viennent dire, c'est génial, il nous a dit que c'était les juifs, donc c'est pas nous. Ouais, les attentats, machin. Non, c'est pas l'islam, c'est les juifs qui organisent tout, c'est le Mossad. Ah, putain, c'est génial, j'adore ce mec-là. Putain, moi, je m'appelle Mohamed. Je commence un peu à culpabiliser, hein, tout ce qui se passe. Mais là, il m'a dit que c'est pas nous, donc c'est pas l'islam, c'est bon, quoi. Donc, hop, je ramène les musulmans. Et puis après, récemment, il a même fait venir Indy. Youssef Indy, une fabrication totale. Personne se pose la question comment ce frère musulman est arrivé comme ça. Il est tombé du ciel il y a quelques années. Il a été boosté par Égalité et Réconciliation. Hop, et d'un coup, il est devenu une des starlettes, un des intellectuels de cette frange. Hein. Il fait partie, bien sûr, des gens qui me fuient parce qu'ils savent bien, ils savent tous, de toute façon, ils connaissent tous. C'est fou de dire ça, comme personne me connaît, quand je dis ça, tout le monde prend pour un fou. Bon, c'est pas grave. Bon, non, ils connaissent pas, ok. Bon. Donc, Youssef Indy, et après, il a carrément fait le grand écart. Soral, après avoir été maoïste, communiste, idolâtre de la Corée du Nord, j'invente rien, encore une fois. Après, il était Rassemblement National. Après, juste antisémite. Après, anti-mondialiste, très bien. Antisioniste, pas de problème. Et bien d'un coup, il est devenu super chrétien. Et là, je ramène Civitas, Escada, toute cette frange qu'il pouvait pas toucher, parce qu'évidemment que les mecs ne peuvent pas le prendre au sérieux. Qu'est-ce que t'es chrétien? T'as vu ton parcours, t'as vu ta gueule, t'as vu ce que tu dis, machin, t'es pas chrétien, toi, t'as rien d'un chrétien. Mais là, maintenant, ça y est, il a la caution Civitas. Alors, avec la caution Civitas, au niveau marketing, Soral a fait un bingo. Il a absolument tout le spectre du marché de l'antisémitisme. Il a les cathos tradis, petite partie des cathos tradis. Il a l'extrême droite, parce que les gens pensent qu'il est d'extrême droite, alors que le mec c'est un communiste dans l'âme. Ils comprennent rien, les gens. Ils ont des problèmes avec les idéologies. Il a donc les musulmans pro-palestiniens, tout anti-Israël, antisémites. En fait, il a tout. Voilà, il a fait une OPA sur le marché. Alors, pour revenir au sujet, donc si on prend Soral et Dieudonné, et qu'on considère, et même Indy, parce que maintenant c'est le nouveau venu, et tous ces individus qui vendent des bouquins, qui ne construisent rien, qui ne proposent rien, et tous ces gens, tous ces moutons qui les prennent pour des résistants, juste sur un point, je répète, ils sont très courageux, écoutez bien, c'est un truc de fou, hein. Ils sont très courageux, ils luttent contre la fameuse communauté organisée. Mais moi, pour moi, le courage en France, je vais vous dire, même si personne ne me connaît sur ce réseau, etc., c'est ce que je fais moi. Moi, ça fait 6 ans que je suis face cam avec mon nom, sans aucune armée, sans aucun média, sans rien. Je défonce les islamistes, je défonce tous les vrais ennemis de la France. J'ai mon nom
Et ça, c'est courageux, hein. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un juif qui va égorger un type parce qu'il a dit du mal des juifs, hein. En revanche, que les gens essayent de voir ce que j'ai pu dire sur l'islam quand j'étais sur des chaînes d'islamistes où j'étais insulté par tout le monde, menacé, ils me lançaient des fatwas et tout. Ça, c'est du courage. Parce que non seulement je m'attaque aux vrais ennemis de la France, le vrai danger pour la France, hein, c'est pas qu'il y ait 3 juifs à la télé, le danger. Le danger, c'est quand on ouvre la fenêtre. Le danger, c'est quand on voit qu'on augmente sur les chiffres des musulmans depuis 40 ans et qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a 12 millions et on dit qu'il y en a toujours 4 millions depuis 40 ans. Le danger, c'est de voir que nos us et coutumes changent, que notre éducation nationale est infiltrée, que les syndicats sont infiltrés, que les universités sont infiltrées. Ça, c'est le danger. Hein, c'est pas, il y a Arthur et Hanouna. Ah ouais, c'est les Juifs qui dirigent la France. Donc, regardez un petit peu le mal qu'ils ont fait, ces gens-là. Et tout ça, ça rentre, c'est ça que vous compreniez. Tout ce que je raconte là, un peu dans le désordre, ça rentre dans la stratégie des 2 plans mondialistes. Ceux qui m'écoutent, ils iront sur le tweet épinglé du compte GL Citoyen. Ça fait 3 mois que j'ai posté ce truc-là. Personne m'écoute, personne le diffuse. Ou voilà, personne. Pourquoi? Comme je dis tout le temps, parce que je ne suis personne. Il suffirait que quelqu'un d'un peu connu de notre camp, de droite, oublie sa putain de fierté, oublie les consignes de blocage que j'ai depuis des années, oublie le boycott à tous ces gens demi-médiatiques qui ont dit non, non, tu donnes pas la parole à celui-là, même de mon camp, hein. Pendant que je me battais, moi, les mecs, ils donnaient des consignes pour qu'on me zappe partout. Qui prennent mon trade, qui prennent ma vidéo, quelques articles, et si lui, il diffusait, enfin, je dis lui, je sais pas qui, mais un mec un peu connu, ça donnerait de la diffusion, et ça éclairerait les gens. Parce que je vais vous dire, il y a beaucoup de gens dans notre camp surtout qui ont compris le plan mondialiste. Hein. C'est pas très compliqué au fond. On voit ce qui se passe. Et en plus, il y a un bouquin. Moi, je comparais Grand Reset à Mein Kampf. Mein Kampf, quand il a écrit Mein Kampf, il a dit tout ce qu'il allait faire. S'il y a un type qui avait dit, regardez le mec là, on le connaît pas trop, mais vous avez vu ce qu'il a écrit. Si on lui donne le pouvoir à ce mec-là, ça va être une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on lui dit à ce mec-là en 28, hein, je crois qu'il a écrit en 23. Maintenant, un truc comme ça, 23, 24. C'est bon, complotiste, arrête tes conneries, c'est bon, de toute façon, machin, voilà. Grand Reset, c'est exactement pareil. Tout est écrit, mais personne ne lit. Et personne ne veut y croire, enfin, personne. Beaucoup de gens pensent que c'est complotiste. Bon. Et donc, si on comprend le Grand Reset, tout colle, hein, la Covid fait partie du plan, évidemment. Eh bien, et si on comprend que d'un autre côté, l'immigration est volontaire, pardon, il n'y a pas de lutte contre l'immigration clandestine, c'est une fausse lutte, je crois que ça, on l'a tous compris, en tout cas ceux de notre camp l'ont compris. L'Union européenne, dans son projet, c'est de faire venir le plus d'immigrés possible et musulmans. Rappelez-vous que Macron, il y a déjà 3 ans ou 4 ans, oui, ils ont lutté contre l'hydre islamiste. Je n'ai pas la peine de vous répéter, ce que vous savez tous. Il y a peut-être 5 ou 6 mosquées qui ont fermé, il y a toujours au moins 300 mosquées en France qui diffusent la haine de la France, etc. Bon, donc ça veut dire que l'immigration fait partie du plan, mais pas du plan simplement de l'islamisation, du plan du Grand Reset. C'est un complément et c'est un outil. Donc si on comprend tout ça, eh bien on comprend, et là je vais arriver dans le clou du spectacle, que j'ai déjà dit, mais je ne sais pas si on peut me suivre, parce que je suis un peu désordonné ce soir. 6 mois, je suis le seul, j'en ai marre de dire cette phrase, mais c'est la vérité. Je suis le seul depuis 6 ans à démonter un par un tous les acteurs de cette fausse dissidence. Quand le système me suspend 45 fois, quand le système rend mes comptes invisibles, quand je vais sur TikTok, je fais 300 ou 400 000 les premiers jours, d'un coup on me repère, paf, on me fait sauter sur rien. Quand mes comptes YouTube sont rendus invisibles, quand les likes sont pas comptés, quand les commentaires sont effacés, quand même sur Facebook, pareil, enfin bref, partout. Alors que je suis un inconnu, alors que je suis personne. Vous vous rendez compte que le système, il n'a pas peur de moi. Si on réfléchit bien, moi j'ai réfléchi des fois, je dis, ouais, ils sont fous de moi. Il n'a pas peur de moi. C'est que je suis le seul à démonter leur fausse dissidence. Mais ça, personne ne comprend. En fait, le système ne se protège pas lui-même. Pour l'instant, moi, je pèse rien. Ah, si on m'avait pas coupé dans mon élan, en 2018, si Messia et toute sa bande de charlatans, de charlots, m'avaient pas fait des cabales pour me faire suspendre, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. En tout cas, je serais pas dans cet état-là. Parce qu'en faisant 6 millions de vues au bout de 3 mois et en ayant une équipe, etc., j'aurais cassé la baraque. Quand je dis j'aurais cassé, c'est pas moi. Enfin, le mouvement aurait cassé la baraque. Bon, ils m'ont tué, ok, on n'en parle plus. Mais néanmoins, le système ne se protège pas de Walter Boujna et de GL Citoyen, même s'ils ont fermé mon compte en banque de l'association sans aucune raison. Je vois pas pourquoi j'en faisais peur, mais bon, je crois qu'ils sont très lucides au fond. Enfin bref. Non, le système, il protège le fait que je suis le seul à expliquer en France, ce que je viens de dire en désordre, mais j'ai fait plein d'articles là-dessus, je vais pas me répéter,
le système choisit sa dissidence. Et cette dissidence doit être dans le marché que j'ai décrit tout à l'heure. Non pas vraiment pour lobotomiser les gens dans le sens, oui, soyez tous antisémites, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est pour pouvoir ensuite, si jamais il y a un mouvement, on sait jamais, il n'y a rien, hein, je vous rassure, ils sont tous là pour vendre des bouquins et tout, ils sont pas là pour faire de la politique, en vérité. Il n'y a que moi qui le fais, on voit comment on me traite. Imaginons qu'il y a un mouvement qui sort de ce truc-là, hein, de Soral, machin, eh bien, ils sortiront la carte antisémite, le bouclier. Et donc, avec cette carte antisémite, parce qu'ils le sont vraiment, il n'y a pas photo, ils vont diaboliser et ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le juif dans cette affaire, c'est à la fois le leur, c'est que le leur dans le sens où on pousse les gens, oui, oui, tous les responsables, c'est les juifs, c'est le sionisme, c'est Israël de tout, non, il n'y a pas de mondialisme, il n'y a pas d'Israël, non, non, c'est les juifs, ok. Déjà, ça marche pas mal dans un certain milieu. Ensuite, c'est le bouclier. Une fois qu'on a accusé quelqu'un d'antisémitisme, on est peinard, on est tranquille, hein, ça s'appelle le bouclier. Et c'est l'alibi. C'est l'alibi. L'alibi, ça veut dire qu'on fait semblant de défendre les juifs, avec par exemple la loi Guesso, qui est un truc super pervers, mais en vérité, on leur met une cible dans le dos. Comme quand le pervers, pareil, celui-là, Jacques Attali, j'ai fait un face-cam, si les patriotes, au lieu de me bouder, ils avaient diffusé ce face-cam, on mettait à poil Jacques Attali. Jacques Attali, j'ai fait un face-cam, je l'ai déshabillé, je l'ai scanné. Jacques Attali il est pas, en fait, il est juif, bien sûr, mais il est beaucoup plus mondialiste, transhumaniste, franc-maçon que juif. Quand il dit, oui, ben, ce serait bien la capitale du gouvernement mondial à Jérusalem, quand il dit ça, Jacques Attali, qui a un QI, à mon avis, de 160, c'est un type intelligent. Il sait très bien, un peu comme la loi Guesso d'ailleurs, qu'en disant un truc pareil, à la télé, tranquille comme ça, avec un petit sourire narquois, qu'est-ce qu'il va provoquer chez les gens? Tu vois, Janine, viens voir, regarde ce qu'il a dit, Jacques. T'as vu? Capitale, Jérusalem. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Soral? C'est les Juifs? Jérusalem, t'as compris? Putain, ces Juifs, ils font chier, ils dirigent tout. Donc, je vous ai fait le sketch. Ça veut dire que Attali, il sait très bien en disant ça, qu'il va mettre une deuxième cible dans le dos des Juifs, qui n'ont rien demandé. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Les Israéliens n'ont pas du tout envie d'avoir une capitale mondiale à Jérusalem. Je veux dire, ils sont, enfin, Netanyahou est anti-mondialiste. Netanyahou est sioniste, comme Trump, comme Orban, comme Milei, comme Bolsonaro, comme Modi. Ce sont les vrais chefs d'État patriotes qui ne sont pas formatés et construits par Bilderberg et toutes ces conneries, qui sont, eux, anti-mondialistes. Et l'antimondialisme, c'est du sionisme. Parce que le sionisme, je retape encore, c'est du nationalisme. Donc tous ces enfoirés pas de Zemmour, non pas Zemmour, surtout pas, de ce que je vous parle tout à l'heure, de Dieudonné, toute la bande des islamo-collabos, ils ont mis dans la tête des abrutis que le sionisme, c'était du mondialisme. Un tour de passe-passe extraordinaire que je suis le seul à traiter ce sujet, je suis encore le seul à le traiter, personne ne parle de ça. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Alors c'est fondamental. Si on fait comprendre aux gens que ces gens les prennent pour des cons de façon grossière, je veux dire, l'idéologie, je veux dire, entre sionisme et mondialisme, il n'y a rien à voir. Par exemple, Harari, alors souvent ils prennent Harari. Harari est une ordure, un malade mental. Il est effectivement israélien, sauf qu'il a un peu rogné sa nationalité, il faut dire. Comme le Shlomo Sand, qui nous sort tout le temps Shlomo Sand. Bon bref. Mais Harari, il est pro-palestinien. Personne ne le dit, ça, parce que ça casserait le personnage. Harari, c'est un super ennemi de Netanyahou. Harari, c'est un super ennemi des sionistes, en vérité. Mais on vous dit, ah, regardez, il est juif. Ouais, Soros, il aime bien sortir aussi Soros. Mais Soros, il est né juif, dans une famille juive, il a été élevé dans une famille catholique, il a collaboré avec les Allemands, il a porté l'uniforme nazi, il a vendu des juifs et il s'en est vanté. Mais on vous le dit pas, ça. On lâche les noms et après c'est bon. Après, il y a quoi? Fabius. Mais Fabius, il est né juif, il est élevé dans une famille catholique, plus franc-maçon que juif, il a jamais mis les pieds en Israël. Enfin, je sais pas du tout un ami d'Israël. Donc, on vous prend des patronymes juifs, on vous fait une salade niçoise, enfin, pas à vous, hein. On leur fait une salade niçoise et on dit à la fin, ah oui, c'est le juif, c'est les sionistes. Alors qu'en fait, quand on analyse, c'est l'inverse. Les sionistes sont opposés aux mondialistes. Mais par le nombre, par la propagande, par les collabos, par tout ce qu'on veut, 17 millions contre 2 milliards ne peuvent pas lutter, 17 millions contre 2 milliards, plus 1 milliard, je dirais, d'origine chrétienne, mais qui sont antisémites et devenus des dhimmis, des islamo-collabos, 17 millions contre 3 milliards, je schématise un petit peu. Sur les réseaux sociaux, ça fait pas lourd, hein. Moi, je vois, en plus d'être boycotté, je suis aussi dans le camp hyper minoritaire. Donc maintenant, revenons sur on va aller plus loin dans ce sujet. Ils vous disent donc que la France est sioniste. Alors, quelle serait la conséquence? Imaginons une France sioniste. On va aller au bout du raisonnement. Imaginons que la France soit hyper sioniste et qu'ils aient raison. Hein, il y a les présentateurs, les journalistes, machin. On est soumis à Israël. Admettons, on fait un truc un peu fou là.
Alors bon, déjà, c'est pas le Cameroun, mais bon. Concrètement, il y aurait quoi comme conséquence? Eh bien, comme conséquence concrète pour le Français moyen qui habite dans la Creuse ou à Paris ou n'importe où, il y aurait zéro conséquence. Ça serait juste que la France enverrait des armes à Israël, ce qui n'est pas le cas actuellement, que la France dirait ah, les Juifs sont très gentils et les Arabes sont méchants, d'accord, ouais, donc ça change pas la France, et c'est tout. C'est ça qui est incroyable. En revanche, la France qui s'islamise, là, j'ai pas besoin de vous dire, en tout cas ceux qui sont ici, j'ai pas besoin de vous dire toutes les conséquences qu'on voit tous les jours. Ah, ça c'est du concret, ça. Hein, c'est pas des fantasmes. Et puis dans une France sioniste, comme ils disent, je ne crois pas qu'on laisserait 66% des enfants juifs être obligés de quitter l'école publique parce qu'ils se font menacer, insulter toute la journée. Par qui? Par des immigrés qui viennent d'arriver et qui crachent à la gueule de gens qui sont là depuis des centaines d'années. Non, pas des, j'exagère, ça dépend. Des dizaines d'années, enfin bref. On a quand même, aujourd'hui, le juif n'est même plus chassé, n'est pas chassé par les autochtones français qui pourraient avoir des raisons. Bon, on peut les chauffer contre les juifs, après ils peuvent devenir antisémites. Mais là, c'est même pas les Français en vérité. C'est ça qui est un truc de fou. On laisse une putain de communauté qui s'accapare partout et qui s'impose, chasser une communauté qui était là tranquille et où l'antisémitisme avait complètement ou quasiment disparu. Dans les années 80, il n'y avait plus d'antisémitisme. Moi, je suis allé à Marseille, dans les cités, plein d'Arabes, etc. Jamais eu de problème. Enfin, plein d'Arabes, plein de Français, il y avait plein d'Italiens surtout d'ailleurs. Jamais eu de problème. Je m'appelle Boujna, j'étais au milieu du foot, etc. Dans les cités. Jamais j'ai eu de problème. J'ai eu des problèmes, des bagarres, machin, mais pas du tout par rapport à mon nom. Ça n'existait même pas l'islamisme, tout ça. Ils en avaient rien à foutre, les mecs. Donc les socialistes ont ramené les frères musulmans et c'était le début de la fin, avec l'islamisation, la religion qui revient, et on revient au Moyen-Âge avec les femmes qui mettent le voile, alors que même en Iran et dans les pays arabes, elles étaient déjà en jupe, et d'un coup, ils sont revenus 300 ans en arrière, et on va nous faire la même ici en France. Ce que je veux dire, c'est qu'une France sioniste, ça n'aurait aucun effet sur tous ces gens qui sont en train de dire oui, la France sioniste, d'accord, ça change quoi dans ta vie? Rien. En revanche, la France qui s'islamise, on le voit tous les jours. Donc ça veut dire que même ça, c'est pas un argument. Donc tout ça pour vous dire que cette dissidence qui ne propose rien de politique, qui est boostée par le système, par exemple vous avez quand même des gens comme Youssef Indy, frère musulman officiel, qui chaque tweet c'est un tweet d'abord souvent mensonger, je pourrais les plier mais bon on va entrer dans ce débat-là, eh bien ce type-là n'a jamais été suspendu sur Twitter. Borowski, qui était un ancien sioniste devenu islamo-collabo parce qu'il a touché un gros paquet d'oseille pour la chaîne Géopolitique Profonde, j'ai des sources, je dis pas au hasard. Eh bien, lui pareil, genre c'est fake newser, machin, depuis 10 ans, il est connu partout, il a jamais été suspendu sur Twitter. Je sais pas si on se rend bien compte de ce que je suis en train de dire. Walter Boujna, un inconnu, association politique, mouvement, association de déclarés et tout, donc en bonne et due forme, compte en banque, machin, suspendu 45 fois. Et ça n'étonne personne. C'est pour ça que je dis souvent, qu'on me déteste, c'est pas un problème. Moi, je suis pas là pour me faire des amis. Que j'ai un style agressif, c'est pas grave. Mais au moins, ne niez pas les évidences. Ça n'est pas normal qu'un inconnu comme moi soit massacré et boycotté partout et par toutes les petites starlettes parce qu'ils savent que moi, je sais ce qu'il y a derrière, parce que j'en ai quand même rencontré pas mal et j'ai pas mal de scoops. Enfin bref. Donc, ils veulent surtout me laisser invisible et machin inaudible, me psychiatriser. Et eux, pendant ce temps, ils sont pas suspendus. On a des mecs, Salim Laïbi, Jovanovic, plein d'antisémites notoires qui sont dans Conspiracy Watch et tout. Ils sont là, jamais suspendus. Même pas Shadowban. Bon. Donc si on comprend que la dissidence est choisie, pourquoi elle est choisie? On va aller plus loin. Pourquoi cette dissidence est choisie? Donc j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse après les diaboliser avec le truc antisémite, là c'est génial, et vous noterez au passage que m'appelant Boujna, moi ce truc-là, il pouvait pas le faire avec moi. Il faut comprendre aussi l'histoire, c'est que moi, je demande souvent, c'est marrant parce que j'ai traité des sujets, je suis allé encore plus profondément que beaucoup de soi-disant complotistes, notamment sur la Covid, notamment sur Trump, notamment sur l'Ukraine, pour prendre que ces sujets. Je suis encore allé plus loin parce que je suis aussi sur les francs-maçons, il y a peu de gens qui y vont. Moi, en principe, en théorie, je devrais être super classé chez Conspiracy Watch. Mais vraiment. Et puis moi, derrière, des articles sérieux, c'est pas des déclarations bidons. Et mais pourquoi je ne le suis pas? Parce que je m'appelle Boujna. Parce que si je ne m'appelais pas Boujna, si je m'appelais Martin, j'y serais. Et j'y serais, et il pourrait toujours se dire, bon, s'il monte un petit peu, hop, on lui sortira la carte antisémite, on pourra le dégager tranquille. Sauf qu'avec Walter Boujna, ils peuvent pas faire ça. Donc moi, en fait, je suis, c'est pas pour rigoler, enfin, on peut rigoler, Romain. Moi, je suis l'arme fatale, en fait. Pour ça que, en tant qu'inconnu, ils m'ont tué dans l'œuf, parce que moi, j'avais un potentiel, justement parce que je suis moitié juif, moitié catholique, on peut pas m'attaquer sur l'antisémitisme, on peut m'attaquer sur rien, en vérité, hein, et puis en plus, moi, j'ai pas de passé, hein, j'étais tout neuf, moi. Quand je suis arrivé en 2017, j'ai pas de passé, j'ai pas d'acquaintance avec moi, je connaissais personne, j'ai rien à foutre, je voulais connaître personne, je voulais parler aux gens. Moi, j'étais pas là pour parler aux starlets, ni aux politiciens. Je voulais parler aux gens. D'ailleurs, ça a marché au début, hein, ceux qui sont, non, il y a personne qui est là qui me connaissait, bon, bref.
Au début, c'était très bien, jusqu'à ce qu'on me lance des cabales pour me détruire. Donc, moi, j'avais pas de passé, je m'appelle Boujna. Si le mouvement prenait un peu d'ampleur, ils n'auraient pas pu m'arrêter. Hein, ils n'auraient pas pu sortir un truc, une casserole, rien du tout, les gars. J'avais dit au début, les gars, vous pouvez toujours, si on tous chercher, hein, ceux qui veulent me détruire. J'ai aucune casserole, moi. Hein, alors, vous pouvez toujours chercher, perdez votre temps. Il n'y a aucune arme contre moi, ce sera que les arguments. Ben, les seuls arguments qu'il y a eu contre moi, c'était de me suspendre, de me diffamer, de me faire sauter 45 fois pour m'enlever la parole. Et jusqu'à aujourd'hui, 6 ans plus tard, toutes ces starlettes que je connais bien, enfin, pas mal, ils se sont tous cooptés. Ça a commencé par Messia qui a donné des consignes, Borowski, enfin, je ne vais pas les citer tous. Ils se sont tous dit, même Berkoff, hein, pourtant Berkoff est juif, je vous rappelle. Hein, quand on dit, ouais, le truc, les juifs, ils cèdent, mais pas du tout. Moi, je suis juif, tous les juifs, ils me boycottent. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Que la vraie dissidence, c'est pas du tout celle qu'on croit. Que la vraie dissidence, on doit la construire de nos mains, sans que le système nous la désigne. Parce qu'on peut pas compter sur un système pour désigner aux gens, voilà les gars, c'est eux les dissidents, c'est eux qui vont retourner le système. Même cette base que je répète, que je démontre dans les articles, eh bien, les gens ne lisent pas, ils veulent pas, enfin, j'en sais rien. Ils comprennent pas cette base. Quand on reste dans le chemin tracé par le système, on ne peut pas retourner le système. Il faut surprendre le système. Moi, je voulais le faire de façon politique, en présentant quelque chose de complètement différent, avec des gens en profil différents. Mais il y avait Zemmour, déjà à l'époque, il n'était pas encore en politique. Pour moi, c'était ma tête d'affiche, avec De Villiers notamment, enfin bref, et Charles Gave. Mais je voulais construire quelque chose de complètement différent qui ne sorte pas du RN ou d'un parti classique. Et ça, c'était l'idée qui est toujours la meilleure, je trouve, aujourd'hui, mais qui sera toujours étouffée parce qu'elle dérange les systèmes établis. Elle dérange les gens, les partis notamment, qui sont subventionnés et bien nourris par la Ve République, parce que ma proposition, évidemment, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, elle modifie en profondeur la Ve République. Et là, on arrive au dernier point de ce dont je voulais parler, en parlant de résistance. Une fois que je reviens au point de débat, quand on a isolé les ennemis de la France, ou les ennemis idéologiques, physiques, politiques de la France, ensuite, il faut voir aussi dans le système quels sont les éléments qui font que cette dérive est possible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens, cette petite caste, se cooptent, se placent, se protègent, hein, avec une justice à moitié corrompue, et ce système de loge et de caste, vous retrouvez aussi, je répète, dans la petite dissidence. Hein, j'appelle moi la fausse dissidence. J'appelle même plutôt ça la dissidence showbiz, où tous les journalistes, vous savez, ils se protègent, les petites starlettes, machin. Il faut pas qu'il y ait un type qui vienne les démonter, parce que sinon, ça casse les fournisseurs de vues de tous ces petits médias. Vous imaginez que si moi j'arrive, je démonte Soral, Indy, Dieudonné, Capitaine Brunet, machin, toute cette bande. Je les démonte dans le débat, hein, avec des éléments, pas genre comme ça, je les démonte. Imaginons qu'il y ait des gens qui se réveillent, eh bien, ça cassera un peu les fournisseurs. Je répète, ce sont des fournisseurs. N'oubliez pas l'essentiel. Hein. Ces chaînes médias, ils ont des fournisseurs, et les fournisseurs de vues, ce sont les gens qu'ils invitent. C'est pour ça que jamais ils les mettent en porte-à-faux. Jamais ils les, et par exemple, quand Borowski invite des machins, des gens, il va pas dire, dis-moi, capitaine, tu peux nous expliquer un peu ta déclaration sur la SCI, là, parce que moi, je peux le plier en 3 minutes. Il va pas le mettre mal à l'aise parce que il lui rapporte des vues. Il fait ses records avec le capitaine Brunet. Et pareil pour Dieudonné, il va pas lui parler de son passé. Et quand il recevra Soral, à mon avis, la semaine prochaine, d'après ce que j'ai entendu, il va lui parler de rien. Ah, Soral, le pape de la dissidence. Bon. Eh bien, voilà pourquoi toutes ces castes se copent. Donc, revenons à nos moutons. Comment ça se fait que ces castes d'énarques et de francs-maçons ont pris le pouvoir, ont rajouté des étages, on va dire des barrières de sécurité dans le système politique pour qu'il n'y ait aucun intrus, aucune initiative qui sorte, qui vienne d'en bas, qui vienne pas de leur caste pré-remplie ou pré-établie, si j'ose dire. Comment on en est arrivé là? On comprend bien qu'il y a une dérive de la 5e par petits changements, par petite corruption, par petite nomination, par petits outils. Hop, le parquet national financier, par exemple, est un truc d'une corruption totale. Par petites choses, finalement, ils ont réussi à faire une espèce de château fort, une forteresse imprenable. Et elle est imprenable parce que les gens ne comprennent pas que le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans les hommes, il est dans le système. Et quand vous avez des influenceurs de très bas niveau en termes d'analyse politique, qui sont plus ou moins des camelots, je parle de Jean Messia par exemple, qui disent aux gens « Ah non, non, la 5e République est très bien, c'est un problème d'homme ». Pourquoi il dit ça, Messia? Messia, c'est pas un collabo, c'est pas un traître, j'ai jamais traité ça. Messia, c'est un incompétent. Pourquoi il est incompétent? Parce que tous les énarques, la formation à l'ENA, on forme des protecteurs du système et de la 5e République. Partant de là, comment voulez-vous qu'un type qui a une formation de l'ENA, même s'il est honnête,
sa configuration d'esprit sera d'ores et déjà dit, et j'ai parlé avec des gens de l'ENA, donc je sais de quoi je ne dis pas ça au hasard. Et sa configuration d'esprit, c'est la cinquième, on n'y touche pas. Ils sont formatés, les mecs. On ne peut pas les faire sortir de là. Même si on leur, comme j'ai pu le faire avec certaines personnes, on leur démontre, regardez la cinquième, comment c'est arrivé, ça, attaque législative, après les présidentielles, ils ont fait plein de petits changements. Mais c'est pas, arrêtez avec votre cinquième République, le système est complètement dépassé, on n'a plus les hommes du niveau du général de Gaulle, niveau moralité, niveau patriotisme, on n'a que des connards, excusez-moi l'expression, que des arrivistes, que des petits qui se battent pour la place, ils n'ont rien à foutre de la France, ils les intéresse d'être ministres après machin. Donc il faut changer ce système. Sans changement de système, on sera toujours, enfin, ces gens-là qui sont plus des corrompus dans l'âme, seront toujours aux ordres d'un plan supranational. Voilà. Et si on ne comprend pas ça et qu'on a encore des gens qui vous font croire à l'homme providentiel, alors que tout providentiel qui sera, imaginons, même Zemmour, moi je l'aime bien, mais Zemmour, mais si tu restes dans l'Union européenne, Zemmour, tu pourras rien changer au niveau immigration. Si tu restes dans cette cinquième République, Zemmour, même en France, en Inde, tu pourras rien changer parce que tu auras le Conseil constitutionnel qui va casser toutes tes décisions. Et tu pourras rien faire parce que tu es tellement un abruti, j'ose le dire, je le dis déjà. Tu es tellement un abruti que ça fait des années qu'il y a un type qui t'explique comment on pourrait faire pour proposer quelque chose de complètement surprenant et qui ferait venir des abstentionnistes, où tu casserais justement ce monopole du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, de ces conneries là qui sont des corrompus et qui décident à la place des Français, mais tu en veux pas. Parce que toi aussi, Zemmour, t'as évolué dans un système depuis 40 ans, les petits dîners dans le 8e, machin, les politiciens, t'es un peu snob, Zemmour, t'es pas proche du peuple. Et toi aussi, tu es dans l'homme providentiel. Et le problème, Zemmour, c'est que tu te prends pour le général de Gaulle. Donc, Zemmour, tu n'avais absolument aucune chance. Et même si un miracle tu avais gagné, tu n'aurais rien pu faire. Tu aurais donné de l'espoir aux gens et après, tu aurais été bloqué par le système parce que tu n'as pas eu le courage de proposer un vrai changement que tu aurais validé ensuite par un référendum juste après ton élection, et là on sauvait ce pays. Et oui, mais qui écoute un inconnu qui sort pas de l'ENA? Personne. Il n'y a que moi qui m'écoute. C'est déjà pas mal.